Mesdames, Messieurs, vous êtes sur One TV et c'est l'heure de l'édition du soir. Voici les titres à développer. Les inondations ont fait beaucoup de victimes en Afrique ces derniers mois. On fera le tour d'horizon des pays, capitales et villes touchées dans ce journal. Et puis les Ghanéens étaient dans les rues ce mardi pour appeler à la promulgation de la loi anti-LGBTQ votée depuis février 2024. Le gouvernement dit attendre l'onction de la Cour suprême pour se prononcer. Voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. On démarre cette édition par cette brève et en image au premier semestre 2024. Les exportations du Togo vers les pays du CEMAC ont atteint un total de 11 milliards de francs CFA. Cette communauté regroupe des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Bien que ces chiffres soient largement inférieurs aux exportations togolaises vers les pays de la CEDEAO, qui s'élèvent à 217,7 milliards de francs CFA sur la même période, les restent néanmoins significatifs. En revanche, les importations en provenance des pays de la CEMAC restent faibles, ce qui permet donc au Togo de maintenir une balance économique largement excédentaire avec cette zone économique. Ces données sont fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSED Togo. Après 10 mois de la conclusion du nouvel accord appuyé par la facilité élargie de crédit, une délégation de Fonds monétaire international, l'UFMI, conduite par Hans Wellfeld, a entamé en début de semaine une mission d'évaluation au Togo. Du 7 au 18 octobre 2024, une délégation du FMI évalue la première phase du programme de la facilité élargie du crédit au Togo d'une durée de 42 mois pour un montant total de 390 millions de dollars. Durant cette mission, la délégation aura des discussions avec les autorités togolaises sur les récentes performances économiques, les projections à moyen terme ainsi que l'exécution budgétaire jusqu'à fin septembre 2024. La mission prévoit également des rencontres avec des partenaires dont la Banque mondiale pour discuter de l'amélioration de la gestion des finances publiques et de la gouvernance sociale. L'objectif est de renforcer la transparence et d'attirer les investissements privés dans le cadre de l'accord conclu en décembre 2023 entre le FMI et le Togo. Direction le Ghana cette fois, la non-promulgation de la loi anti-LGBTQ adoptée depuis février 2024. Au Ghana fait polémique. Mardi, des centaines ou des milliers de Ghanéens sont descendus dans les rues d'Accra pour exiger la promulgation et en même temps la mise en pratique de cette loi. Pour sa part, Nana Akufo-Addo, quant à lui, a déclaré qu'il n'approuverait pas un test anti-LGBTQ tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Mardi, les Ghanéens sont descendus dans les rues d'Accra. Ils exigent la promulgation de la loi anti-LGBTQ+. Adoptée le 28 février dernier au Parlement, le test est toujours en attente de recevoir l'aval présidentiel. Selon la présidence ghanéenne, la promulgation tarde parce que deux recours contestent la constitutionnalité du test à la Cour suprême. La Cour, quant à elle, a indiqué qu'un nouvel examen de cette demande devrait se tenir à la mi-octobre. Ces deux recours formulés par la société civile exigent l'annulation du test pour non-respect de la constitution ghanéenne. Le président ghanéen a déclaré qu'il n'approuverait pas un test anti-LGBTQ+, tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Cette déclaration intervient après que le ministre ghanéen des Finances a affirmé lundi que le pays pourrait perdre des milliards de dollars de financement de la Banque mondiale si le projet de loi était promulgué. Il faut rappeler que le président ghanéen avait précédemment déclaré qu'il signerait le projet de loi si la majorité des Ghanéens le souhaitaient. Mais aujourd'hui, c'est l'hésitation. Toutefois, si cette proposition de loi est promulguée, toute personne identifiée comme étant LGBTQ+, serait condamnée à des peines allant de 3 à 10 ans de prison.
Charles Rodel Dosso, ancien ministre et proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été enlevé par des hommes encagoulés selon une déclaration publiée par le Parti des peuples africains, le PPACI, en début de semaine. Un enlèvement qui suscite beaucoup de réactions au sein de cette formation politique. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le climat politique se tend avec l'arrestation de figures de l'opposition. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti de Laurent Gbagbo, dénonce l'enlèvement de Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation de la société civile. Ce dernier a été arrêté à son domicile par les agents encagoulés sans mandat judiciaire sous les yeux de sa famille. Le PPACI condamne cette arrestation qu'il considère comme une dérive dictatoriale, dénonçant une violation des droits fondamentaux et des procédures judiciaires. Monsieur Hugo Kano, Blé, avocat de l'ancien ministre, dénonce les conditions de cette interpellation. Il était chez lui à la maison lorsque un détachement de police a débarqué, des gens encagoulés qui, devant toute sa famille, l'ont interpellé. Alors, je me suis posé des questions. La loi dit que lorsque des faits sont reprochés à une personne, à un citoyen, on lui sert une convocation. Quand on lui sert une convocation qui ne se présente pas, qui ne comparaît pas devant l'officier de police qui l'a convoqué, alors on peut se permettre d'envoyer la police le chercher. Mais ça n'a pas été le cas. On a débarqué chez lui à la maison avec plusieurs cargos et des gens masqués. Pour la plupart, ils l'ont interpellé. Il s'est retrouvé même à la préfecture de police en culotte. La manière dont il a été interpellé, c'est irrégulier. Le parti demande la libération immédiate de Dosso et de ses collaborateurs tout en dénonçant des pratiques qu'il juge de plus en plus autoritaires, particulièrement à l'approche de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Ces arrestations d'opposants s'inscrivent dans une tendance plus large en Afrique où les régimes en place utilisent la répression souvent sous des prétextes juridiques pour affaiblir leurs adversaires politiques avant les élections. Ces pratiques qualifiées de dérives dictatoriales par les opposants rappellent des arrestations d'autres leaders politiques dans les pays comme le Niger, le Mali ou encore la Guinée où la même méthode a été utilisée pour affaiblir la contestation à l'approche des scrutins majeurs. Et direction le Cameroun à présent où la santé du président Paul Biya, de 91 ans, qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, suscite des conjectures et également des préoccupations ces derniers jours. Après une série de rumeurs, y compris l'annonce de sa mort, le gouvernement, à travers un communiqué, a démenti ces informations et a mis en garde. L'absence prolongée du président Paul Biya sur la scène politique depuis son départ de Pékin en septembre dernier a suscité de nombreuses interrogations, tandis que des rumeurs sur sa mort ont circulé, reprises par différents médias à travers plusieurs pays. En réponse à ces spéculations, le gouvernement a publié un communiqué démentant ces rumeurs et rassurant la population que le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Grégoire Obouna, ministre camerounais du Travail, a pour sa part appelé les institutions à sanctionner les médias qui ont relayé de fausses informations sur le décès du président. Les gens cherchent par divers moyens de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État à des fins qu'ils savent. Et moi, j'estime tout simplement qu'ils doivent payer le prix fort en annonçant des mensonges aussi grossiers. Et je pense que dans nos institutions, il y a des mécanismes qui doivent permettre de poursuivre ce genre de personnes parce que on n'annonce pas le décès d'un chef d'État sans s'assurer de ce qui se passe, sans même avoir appris avant qu'il était malade. C'est une réaction, j'allais dire, de grosse déception par rapport à ces organes de presse qui veulent se faire prendre au sérieux. La justice, le droit, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort. Il est à noter qu'après sa participation au sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique, le chef de l'État n'a pas pris part à la dernière Assemblée générale de l'ONU, ni au dernier sommet de la francophonie à Paris.
Je vous le disais en titre, depuis quelques mois, l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont frappés par des phénomènes climatiques d'une extrême gravité. Après des vagues de chaleur intenses, des pluies diluviennes causent aujourd'hui des inondations dévastatrices dans plusieurs pays de la région, touchant des millions de personnes. Retour sur les chiffres marquants avec Boris Tchota. Selon l'UNICEF, 4 millions de personnes ont été directement affectées par ces inondations sévères. Le réchauffement climatique d'origine humaine intensifie les saisons sèches et humides, créant des situations de plus en plus extrêmes. Du Tchad au Mali, en passant par le Niger et le Burkina Faso, les populations subissent les lourdes conséquences de ces catastrophes. Au Mali, les inondations ont fait 76 morts, 148 blessés et près de 260 000 sinistrés, selon les chiffres officiels du 4 octobre. La saison des pluies a particulièrement frappé le secteur éducatif. 128 écoles sont actuellement occupées par les sinistrés et 399 établissements sont inondés ou gravement endommagés. En réponse, la rentrée scolaire a été repoussée au 4 novembre. Au Cameroun, environ 1900 ménages sont touchés par ces pluies torrentielles. Les maisons sont submergées et de nombreuses familles ont perdu leurs biens, leurs réserves de nourriture et leurs équipements domestiques. Le Tchad est lui aussi gravement impacté. Plus de 1,9 million de personnes, soit 10,2% de la population, sont affectées par les inondations. Le nombre de personnes touchées ne cesse d'augmenter, passant de 960 000 à 1,9 million en l'espace d'un mois, d'après les autorités tchadiennes. Au Niger, des pluies exceptionnelles ont fait 339 morts et plus d'1 million de sinistrés depuis le début de la saison pluvieuse en juin. L'agence nigérienne de la presse, ANP, souligne que les infrastructures sont sous pression avec des dégâts considérables dans plusieurs régions du pays. Le Burkina Faso n'est pas épargné non plus. En date du 13 septembre 2024, plus de 1038 décès ont été enregistrés, un bilan encore provisoire des inondations ayant touché le pays ces dernières semaines. Ces catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes démontrent l'urgence de prendre des mesures concrètes pour atténuer les effets du réchauffement climatique, notamment dans cette région vulnérable du globe. Les gouvernements et la communauté internationale sont appelés à agir rapidement pour renforcer la résilience des populations face à ces aléas climatiques. Merci donc à vous, Boris Tchota, pour ces informations. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur WAD TV. À très bientôt.